Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour vous parler d'une nouvelle série de vidéos que je vais commencer avec celle-là qui sera la vidéo 0, la vidéo de présentation générale en fait. Je vais vous parler du Big Five en psychologie, de l'étude des différents caractères d'un point de vue académique par rapport à ce que je parle d'habitude, c'est-à-dire l'astrologie, mais pour moi tout est complémentaire. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus en... Je vais commencer à introduire ce sujet en fait. Du coup, le Big Five en psychologie, qu'est-ce que c'est? Le Big Five, c'est un modèle psychologique pour étudier les différents caractères entre les gens et puis comprendre quels traits sont corrélés entre eux. Donc il y a plusieurs sous-groupes après dans chaque trait et il y en a des, donc ces cinq-là, ils ont pas de corrélation entre eux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces traits, ils se placent sur un continuum qui irait symboliquement de 0 à 100. Donc ça voudrait dire que si vous êtes à 99 sur un des traits, ça veut dire que sur 100 personnes qui auront passé le test, ou 100 000 personnes, ou 10 personnes, ou 1 million, évidemment, c'est les proportions, ça va s'adapter. Si vous êtes dans le 99e percentile, je sais pas comment on dit en français, ça, je suis pas un pro des statistiques. En gros, si vous êtes à 99, ça veut dire que sur 100 personnes, 99 personnes, elles ont eu, sur ce trait de caractère, un moins haut score que vous. Si vous êtes à 1, ça veut dire que 99 ont eu un plus élevé. Puis avant de rentrer en détail dans quels sont ces traits, c'est important de le dire, c'est pas une note positive ou négative. C'est-à-dire que si vous êtes à 99, donc vous êtes très élevé dans cette partie, en fait, dans ce trait de personnalité qu'on va isoler, ça veut pas dire que c'est mieux que être à 1. En fait, ça va dépendre des aspects de la vie, justement. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, vous êtes au milieu, en fait, vous êtes assez neutre sur ce point. Les extrêmes, il y a des grandes qualités qui viennent avec chaque extrême et il y a des grands défauts qui viennent avec eux. Et puis évidemment, au milieu, ben, on a un peu des qualités, des défauts de chaque trait, puis ça va fluctuer un peu. Ces traits, ils ont une différence moyenne statistique entre les hommes et les femmes, et aussi avec l'âge, il y a certains traits qui changent, d'autres pas. Mais de toute façon, toutes les différences, elles sont pas super représentatives dans la moyenne. Mais si on fait les cloches de Gauss, donc une cloche de Gauss, c'est ces statistiques en fait qui vont avoir une grande concentration au milieu et puis dans les extrêmes ça va justement devenir plus petit. Bah, en fait ce qui est intéressant c'est que les différences petites au milieu elles vont se répercuter dans les extrêmes. Donc ça Jordan Peterson l'explique très bien quand il parle du Big Five. C'est dans les différences extrêmes qu'on va voir les grosses différences en fait. Et du coup, avant que je me perde trop, je vais rentrer un peu plus en détail dans ces Big Five, dans ces 5 traits de caractère qu'on peut étudier. Avant ça, je vais quand même rendre à César ce qui est à César. Donc le modèle du Big Five, ça a été pensé par Lewis Goldberg en 1981 et ça a ensuite été mis en place et puis il y a eu la méthodologie qui a été appliquée, puis quelles questions posées, tout ça, par Costa et Macrae entre 1986 et 1992. Puis j'imagine que ça a toujours continué en fait à un peu se peaufiner avec le temps, même si des fois peaufiner des tests psychologiques, c'est rendre les questions plus simples et puis moins abstraites. Parce qu'en fait ce test, on le passe, j'imagine qu'il y a plusieurs manières de le passer. Moi quand je l'ai passé, on nous donne une centaine de questions par exemple, et on va nous demander une question par exemple, j'aime bien aller dans les musées, enfin ça va plutôt être des affirmations du coup, j'aime bien aller dans les musées, et on doit répondre extrêmement d'accord, plutôt d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord. Et du coup en fait sur cette centaine de questions avec qu'on va répondre donc instinctivement, est-ce que oui, beaucoup, pas beaucoup, ou au milieu, plus ou moins, ça va donner justement des moyennes et puis ça va nous permettre de nous retrouver par rapport aux autres personnes où c'est qu'on en est dans ces traits de caractère justement. Donc la petite présentation des 5 traits maintenant. Alors le moyen mnémotechnique pour se rappeler des 5 traits, vous pensez à océan. Océan, ces 5 lettres c'est océan. Le premier trait c'est O, ouverture, ouverture d'esprit on pourrait dire. Alors nouveau ça fait un peu péjoratif si on est plutôt bas, parce que ça fait fermer d'esprit. Mais encore une fois, c'est vraiment le plus important qu'il faut retenir de cette vidéo. Il n'y a pas de bon ou de moins bien, il y a des qualités et des avantages et des inconvénients dans les deux extrêmes. Donc l'ouverture d'esprit,
on pourrait dire que donc quelqu'un qui serait très élevé en ouverture d'esprit, ça va être quelqu'un qui va être intéressé à l'art, aux nouvelles idées, qui va être curieux et imaginatif. À l'inverse, s'il est plutôt bas, ça va être des choses qui vont plutôt le stresser et qui il va pas aimer les nouvelles idées. En fait, il va préférer les choses qui sont plutôt sûres. Puis du coup, ça va être l'axe politique notamment, c'est un très bon indicateur politique entre est-ce que vous êtes plutôt conservateur ou plutôt progressiste. En gros, est-ce que on va plutôt miser sur les institutions qui ont déjà marché et essayer de les préserver, ou est-ce que au contraire, on va plutôt essayer toujours de penser à des nouvelles idées pour améliorer les structures déjà en place. Puis donc dans ce trait, on voit bien que c'est la discussion entre les deux traits de personnalité qui permettent une adaptation de la société de manière générale. Parce que je pense que ces traits, si on a des différences, c'est justement parce que en tant que société ou en tant que groupe, il y a plus de chances de survie si justement on a des désaccords sur certains sujets et que du coup on est un peu spécialiste dans des côtés, mais c'est la rencontre entre les personnalités qui permettent de créer une société équilibrée, on va dire. Donc O, ouverture. C, c'est la conscienciosité. La conscienciosité, c'est un peu notre propension, c'est un peu l'inverse de la paresse, on va dire. C'est notre propension à travailler. Donc quelqu'un qui va être très consciencieux, ça va être quelqu'un qui va avoir un grand sens du devoir, beaucoup d'autodiscipline, le respect des règles, qui est très organisé, donc plutôt que spontané, ça va être quelqu'un qui aura des plans, et c'est quelqu'un qui va être dirigé pour avoir un but. Donc de l'autre côté, justement, on va avoir des gens qui sont plutôt spontanés, plutôt qui ont de la peine à se motiver ou à aller au travail, ou à se mettre des objectifs clairs. Mais de l'autre côté, évidemment, quelqu'un d'hyper consciencieux, il va par exemple pouvoir délaisser sa famille pour son travail, tandis que quelqu'un qui l'est pas, ben, il va avoir plus d'importance à ses proches, même si ça va dépendre des autres traits de caractère. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de corrélation entre les traits. Donc on peut être super consciencieux et pas du tout ouvert aux idées, ou être super consciencieux et très ouvert aux idées. Donc il y a pas de lien entre les deux. Ensuite, E, O-C-E. E, extraversion. L'extraversion, ça va être le trait de caractère qui répond aux émotions positives en fait. Donc quelqu'un d'extraverti, ça va être quelqu'un qui va avoir besoin de plus de stimulation pour ressentir justement la joie, l'excitation et puis l'euphorie, ce genre de sentiments en fait. Mais ça va aussi être quelqu'un qui va rechercher ses émotions, donc il risque d'être plus souvent dans ses émotions positives. Et ça va aussi être quelqu'un qui va rechercher de la stimulation sociale, donc il va chercher à souvent aller au contact avec les gens. Je vais revenir sur l'agréabilité après parce que ça donne pas dans quel type de relation on a avec les gens. Donc on peut être un narcissique hyper désagréable, être très très extraverti et très très peu agréable. Et du coup ça va faire qu'on va être un con avec les gens, mais on va quand même passer beaucoup de temps avec les gens. Tandis que quelqu'un qui est pas très extraverti, il va avoir plus, il va être plutôt introverti, ça veut dire qu'il va passer moins de temps avec les gens, même s'il peut être très agréable et avoir beaucoup d'amis. Il va passer moins de temps avec eux, il va avoir besoin de moins de stimulation. Donc rapidement, les gens qui sont extravertis, ils vont avoir plus de facilité sociale, mais de l'autre côté, justement, vu qu'ils sont à la recherche de stimuli positifs, ça peut être des gens qui font un peu trop la fête, par exemple, et du coup, les gens plus introvertis, surtout s'ils sont pas consciencieux, donc quelqu'un d'extraverti pas consciencieux, il va souvent faire la fête et puis profiter du moment présent, et ça va souvent être à quelqu'un d'introverti et de consciencieux de un peu nettoyer le bordel qu'il a fait parce que lui il pense plus sur le long terme tandis que l'extraverti pas consciencieux il va penser à toujours le plaisir. A, agréabilité, ça c'est un trait super super important et c'est un des traits où il y a le plus de différence entre les hommes et les femmes en moyenne. Donc l'agréabilité c'est quoi? C'est tout ce qui a trait à la compassion, à la coopération. Il y a aussi un peu le respect des règles là-dedans, mais il y a aussi le domaine de la politesse. En fait, quelqu'un d'agréable, ça va être quelqu'un qui va penser plus aux autres. Donc on va penser par exemple une maman, elle est très agréable avec un bébé, parce que le bébé il peut lui vomir dessus, ou lui chier dessus, ou pleurer, et puis lui casser les oreilles. La maman elle va quand même l'aimer, et justement passer du temps avec. C'est sûrement pour ça que les femmes sont plus agréables en moyenne que les hommes. Mais de l'autre côté, par exemple, si vous devez protéger votre famille et qu'il y a un agresseur qui vient, c'est pratique de ne pas être super agréable parce que vous n'allez pas penser aux intérêts de votre agresseur, vous allez penser d'abord aux vôtres, à ceux de votre famille. Donc pour les métiers de la sécurité, la police et ce genre de choses,
ne pas être agréable, c'est un avantage. Tandis que quand il faut s'occuper des gens ou faire du travail d'équipe ou ce genre de choses, être agréable, c'est une grande force. Donc, c'est le trait de l'agréabilité. Et finalement, OCA, il y a le N, névrosité. Donc, la névrosité, c'est la stabilité émotionnelle. Donc, quelqu'un qui est très névrotique, il va pas être stable émotionnellement, il va être plutôt instable. Et c'est aussi la propension à sentir les émotions négatives, comme la colère, la nostalgie, la tristesse. Et du coup, quelqu'un de névrotique va être beaucoup plus. Et là aussi, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes sont en moyenne plus névrotiques. Quelqu'un de névrotique va avoir des problèmes justement de dépression ou de violence, de colère, ce genre de choses. Mais de l'autre côté, ils peuvent vivre plus longtemps en moyenne que les gens qui ne sont pas névrotiques parce que quelqu'un de névrotique va aussi être plus sujet au stress et du coup, il risque de moins sous-estimer les dangers, tandis que quelqu'un qui est très peu névrotique, alors là, on reprend l'exemple du type extraverti, pas du tout consciencieux et pas du tout névrotique. Alors lui, il va faire des folies toute sa vie et puis il va pas réaliser, il va pas du tout penser au futur ou au risque de ses actions et du coup, il risque de mourir plus jeune d'accident. Ça arrive plus souvent. Donc voilà, je pense que c'est pas mal comme vidéo de présentation. Donc j'espère que j'ai été clair. De toute façon, je vais revenir dans chacun des traits avec une vidéo qui lui sera dédiée. Donc il y aura plus d'exemples et je vais rentrer plus en profondeur. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. Je me réjouis de faire la suite. Et puis d'ici là, j'espère que vous allez très très bien. Et je vous encourage à passer le test le test du Big Five que je vais mettre en description. Et partagez vos scores, hein. Allez, ciao ciao et à la prochaine.